Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Salut les boss et les bossesses, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre format classique, car pour ceux qui sont assidus, nous avons fait 2 épisodes en format vidéo cet été. Comment faire All Star, qui sont actuellement toujours disponibles sur la page Facebook de la RCF Bruxelles. Nous voici donc pour la saison 2, épisode 1 de votre émission Comment faire, votre podcast radio qui a pris sa place sous le soleil. Et oui, il a pris sa place sous le soleil grâce à votre fidélité. Nous serons désormais diffusés en plus du jeudi et de ses horaires, le samedi à 12h. Et comme à l'accoutumée, je ne suis pas seule dans cette émission. J'ai avec moi 2 acolytes qui sont Fiona, que vous connaissez depuis la saison 1, et Mélissa, notre nouvelle recrue qui nous a rejoint cet été. Le titre de ce numéro est « Comment faire pour prévenir le harcèlement scolaire dès la maison ». Et pour cette émission, nous avons sur le plateau Aziza Yakota Nechal, qui est psychologue sociale, diplômée de l'Université Paris-Ouest. Elle est installée en libéral, ce qui lui permet de vous proposer un espace d'écoute et d'échange actif. Sa démarche thérapeutique est basée sur des techniques de thérapie comportementale et cognitive, de psychologie positive, ainsi que des techniques de gestion des émotions. En parallèle de son exercice libéral, Aziza Yakota Nechal évolue au sein d'un centre de formation et de coaching dans lequel elle accompagne des personnes de tout horizon à mener à bien leurs projets. Elle y propose un accompagnement empathique axé sur un développement de l'estime de soi et de la valorisation des compétences de tout un chacun. Elle intervient également en tant que psychologue, consultante auprès de futurs ou professionnels confirmés du secteur médico-social en vue de les sensibiliser à des notions telles que la bientraitance, le deuil, la gestion du stress ou la notion de handicap. Bonsoir Aziza, tu nous offres un CV très garni, donc de ce fait ta crédibilité sur le sujet n'est pas à discuter. Est-ce que tu es contente d'être parmi nous ce soir? Oui, bonsoir Champi, tout à fait, tout à fait. D'accord. Je Un suis peu ravie. stressée? Non, ça va. Ok. Pas de raison d'être stressée. Maintenant, je vais me tourner vers mes acolytes. Fiona, qui est de retour avec nous pour la saison 2. Comment tu te sens? Je me sens très bien et bien sûr, je suis ravie de retrouver nos boss et bossesses pour cette nouvelle édition. Et donc, j'espère que on va bien le faire rire et puis on va aussi bien dialoguer, discuter ensemble et qu'on va bien s'amuser. Comme d'habitude, quoi. Et Ouais. maintenant, place à Mélissa, notre nouvelle recrue qui était un peu stressée tout à l'heure. Mais bon, Mélissa, qu'est-ce que tu dis à nos boss et bossesses, ça? Écoutez, je suis très contente d'être là, très contente de vous retrouver et puis très contente surtout de pouvoir vous introduire enfin notre nouvelle rubrique Fala le livre, dont je vous reparlerai en fin d'émission. Voilà, donc très contente d'être là. Exactement. Nous aussi, nous sommes très contents de t'avoir comme nouvelle recrue. Et j'espère que les boss et bossesses, tu vas les impressionner avec ta première, parce que moi aussi, j'attends de voir ta rubrique. Bon, vous connaissez le rituel, c'est les wayfords de Fiona qui nous donne l'apéritif. Donc, sans plus tarder, Fiona, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la première de la saison 2? La rubrique Les Ways for, c'est maintenant. Bon, Champi, nous allons commencer avec le football. Comme premier way forward de ce jour, nous parlons de la CAN ou encore Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Il s'agit là de la 34e édition, il faut le savoir. Et la liste des 24 équipes qualifiées pour cette compétition est déjà connue et les supporters des différentes nations sont impatients de savoir qui va remporter cette nouvelle édition. Ça bouge sur le continent africain en ce moment. Et oui, bon, le moment est maintenant venu de me tourner vers vous, mesdames, comme d'habitude, le rituel habituel. Et là, je commencerai donc par Mélissa.
Dis-nous, Mélissa, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Coupe d'Afrique des Nations, tout simplement? Eh ben écoute, pas du tout, Fiona. C'est la première fois que j'en entends parler et ça me fait très plaisir que tu m'introduises le sujet parce que je trouve ça très intéressant. Ah, ah, voilà, super. En fait, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un peu comme l'Euro. Donc, ça réunit les différentes nations des différents pays en Afrique. Uniquement, en fait, c'est uniquement fait pour l'Afrique et ça se dit Coupe d'Afrique des Nations. Et ils font un championnat de football. Et à la fin, une personne, bon, une équipe ou un pays ou une nation remporte le titre de champion, quoi, d'Afrique, en gros. Ok, bah écoute, je trouve ça très intéressant et je trouve ça un peu dommage qu'on n'entende pas plus parler finalement, tu vois, en Europe, puisque bah c'est la première fois que Mhm. j'en entends parler. Donc ouais. Ouais, c'est dommage. Ah, ok, Et ouais, c'est un peu dommage, mais je suis contente quand même que tu as appris cela aujourd'hui. Donc, Et bah, moi aussi. honneur à l'invité. Est-ce que Aziza connaît la oui. confirmation? Oh oui, 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 j'ai eu l'opportunité de la suivre également. Donc, on a hâte qu'elle nous revienne, hein. Ah, super, c'est Et tu super. supportes quel pays? Équipe, oui. Pour quel pays? J'allais poser la même question. Mais je suis pas sûre. Alors, je suis centrafricaine et je suis pas sûre qu'on a été retenu malheureusement aux élections. Oh, dommage. Euh, je, je vais soutenir le Cameroun. Mais Ah, super. Et Alors là, on a gagné tu une vas fâcher les supportrice Ivoiriens. aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont c'est fait ça. nous-mêmes? On va Oh. soutenir la Côte d'Ivoire aussi et Et le toi, Sénégal. Champi, Ouais. toi, tu as une équipe préférée ou bien comme tu es camerounaise d'origine, tu préfères aussi le Cameroun? Honnêtement, bon, moi, je vais peut-être décevoir ou bien énerver certains. Moi, je me fous du football, mais alors là, franchement, vraiment, ça me passe sur la tête. Mais par patriotisme, Euh, je vais supporter le Cameroun. Et si le Cameroun ne gagne pas, je vais supporter le Sénégal. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Voilà. Et c'est quoi ta deuxième way for, Fiona? Bon, comme second way fort de ce jour, on a un événement triste qui s'est produit en début de ce mois de septembre. Je ne pouvais pas ne pas en parler. En fait, il s'agit plus précisément d'un séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts dans diverses villes telles que Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir et bien d'autres. Et donc, parmi les habitants, de nombreuses personnes sont encore sous le choc jusqu'à aujourd'hui et on espère juste qu'ils pourront surmonter cette épreuve difficile. Et nous prions également afin que le Seigneur, Allah le Tout-Puissant, console les cœurs. Pour ce deuxième way fort, je n'ai pas de questions à poser, mais si vous avez un commentaire, bien sûr, il est le bienvenu. Moi, je voudrais savoir aussi, Aziza, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé au Maroc? Mhm, Malheureusement, on est sous le coup d'une catastrophe naturelle qu'on ne peut pas prévoir et c'est vrai mhm. que ça reste toujours choquant. Et bon, pour ma part, j'avais des connaissances sur place. Dieu merci, elles se portent bien. Mais ça nous rappelle, je pense, notre vulnérabilité à tout un chacun. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Complètement, ouais. Et vas-y, Mélissa, vas-y, dis quelque chose. Bah, je dirais que c'est une tragédie, hein, bien sûr, hein, parce que forcément, enfin, comme tu l'as dit, Aziza, honnêtement, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas forcément empêcher, malheureusement. Et on a beau, en fait, faire tout ce qu'on peut, bah, il y a forcément des conséquences qui sont néfastes pour plein de gens, forcément pour les populations là-bas. C'est surtout bah, toute leur vie qui est mise en jeu, puisque au-delà du fait qu'ils aient survécu, forcément, ils étaient construits un quotidien, et ce quotidien-là, il est chamboulé dans ce genre de cas. Et donc, même quand ils ont la santé et que leurs proches vont bien, forcément, c'est compliqué, et c'est pas toujours le cas déjà. Donc, ouais, c'est vraiment une tragédie, c'est horrible. Et le pire, c'est que moi, je ne savais pas qu'on avait les séismes. En fait, bon, je ne savais pas qu'on avait les séismes en Afrique. Moi, c'est ma première fois. Je sais qu'il y a eu parfois des catastrophes naturelles au Malawi. Encore l'année passée, Fiona nous en avait en parlé dans l'émission. Mais j'étais choquée d'apprendre séisme, vraiment très choquée. Et le pire dans toute cette histoire, selon moi, c'est le fait qu'au lieu de se concentrer sur
la population, que les médias parlent de la population qui est dans une détresse, voilà, parce que c'est un séisme. On se met plutôt à politiser l'affaire. Donc, ça m'a choqué doublement, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ce débat qu'il y a eu, mais c'était quand même assez choquant par rapport au fait que pourquoi le Maroc Oui, accepte certaines aides ou pas. Je ne sais pas si tu veux Oui, rebondir par rapport oui, à ça, Aziza. oui, j'en avais entendu parler et j'ai trouvé ça malheureux de ce que j'ai compris. Voilà, la souveraineté marocaine avait établi une liste d'attente et il est vrai que bon voilà certains journalistes se sont emparés du fait que la France était sur cette liste en indiquant qu'ils se sentaient humiliés, qu'en gros leur aide était refusée, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Voilà, on est face à une tragédie. L'enjeu, c'est de prioriser et de voir aussi ce qui peut être pertinent pour le pays et c'est triste qu'on en arrive à un concours d'ego, quoi. C'est vraiment triste et dommageable. Exactement. Oui, pour conclure cette séquence, Fiona, tu voulais dire quelque chose? Bon, pas vraiment. Je pense que tu as tout dit, Champi, et puis Aziz a encore bien ajouté. C'est vraiment triste, mais bon, voilà, c'est ainsi que va la vie, c'est ainsi que va le monde. Et bref, on n'y peut rien. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste leur apporter l'aide autant que l'on peut, et voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, merci pour ta rubrique, Fiona, mais tu sais que tu dois être notée et c'est l'invité qui te note. Alors, Ah, comme Aziza, d'habitude. oui, Aziza, Non, sur mais une note Champi, de avec ta 1, mauvaise foi, ouais, il laisse-moi, faut pas corrompre laisse-moi l'invité, hein. parler à Il faut l'invité, pas elle te corrompre note. l'invité. Non, non. Aziza, il y a un rituel Oui, ici. À chaque oui. rubrique, tu dois noter si la rubrique t'a plu ou pas. Sur 20. Donc, Sur- 8 sur 20. Donc, sur 20, combien tu notes, Fiona? Ou bien sur 10? Tu peux donner la Allez. sous-moyenne, il n'y a pas un problème. Non. Non, mais tu vois, elle commence déjà à te corrompre. Tu... Non, je l'ai trouvée très pertinente. J'aurais mis, allez, 19, 18 et demi. Non, 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 Tu non, vois, non, non, non. Champi? Non, Je non, te non, mets non. Elle 10. a dit 19, donc ça va. On connaît déjà la Ok, note, c'est c'est bon, bon. d'accord. Je laisse passer. Bon, c'est sur ces mots-là qu'on va te laisser, qu'on va vous laisser les boss et bossesses pour une courte page de pause. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Chers boss et bosses, les topos du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire pour prévenir le harcèlement scolaire dès la maison. Et comme entrée en matière, donnons quelques chiffres qui correspondent au harcèlement scolaire. Donc, en France, les chiffres révèlent que 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement, soit entre 6 à 10% d'entre eux. Et la source vient de Sena.fr, article écrit le 26 janvier 2023. Et encore, selon l'UNICEF France, un enfant sur deux se dit victime de harcèlement dès l'âge de 7 ans et un adolescent sur 4 à 18 ans. Et entre 2014 et 2018, la France est passée du 13e au 40e pays sur 42 du point de vue de la proportion de mineurs âgés de 15 ans se disant victimes. Et la source vient de Sena.fr. L'article a été écrit le 22 septembre 2021. Et en Belgique, on estime qu'un élève sur 3 est victime de harcèlement scolaire. La source vient de dhnet.be et l'article a été écrit le 30 mai 2023. Alors, que t'inspirent ces chiffres, Aziza? Alors, en l'état, je pense qu'ils sont sous-estimés, dans le sens où malheureusement, le harcèlement a des formes tellement diverses que certains parents ou certains adolescents ou enfants peuvent parfois passer à côté en minimisant, je pense, un petit peu ce qui peut se jouer dans leurs interactions avec leurs camarades de classe ou autres. Mais effectivement, les chiffres sont quand même alertants. Mais quand tu dis minimiser, ça voudrait dire à quel point? Parce que déjà 1 sur 3 ou bien 1 sur 4, c'est quand même déjà assez beaucoup. Donc, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que on peut à tort euh, partir du principe que des moqueries à répétition ou être la cible d'attaque va sembler anodin. Et si notamment il n'y a pas une sensibilisation particulière à la question du harcèlement, et ça on le sait malheureusement dans toute famille, ce n'est pas nécessairement un sujet à part entière, comme je l'indiquais, on peut passer à côté. On peut passer à côté des signes indiquant que l'enfant peut être harcelé. Ah, d'accord. Donc, en fait, si je veux essayer un peu de résumer, tu estimes que peut-être quand ils disent un enfant sur deux ou bien un enfant sur trois, ils parlent des formes plus graves du harcèlement et même pas peut-être des prémices qui sont encore peut-être un peu mineures, comme par exemple, tu as expliqué les moqueries. Donc, c'est... Oui, tout à fait. Ouais, D'accord, tout. d'accord, d'accord. Mélissa, vu que tu es en France, est-ce que les chiffres, toi, t'étonnent? Parce que, voilà, tu es un peu notre petite boussole vu que tu es en France et tu n'es pas psychologue, mais bon, je veux juste savoir ton avis par rapport. Non, je vais être honnête, ça m'étonne pas du tout parce que c'est vrai que, alors, enfin, oui, c'est peut-être que comme le disait Aziza, hein, les chiffres sont peut-être sous-estimés, mais honnêtement, ça m'étonne pas du tout, en tout cas qu'il y en ait au moins autant que ça, parce que tout simplement, en fait, enfin, quand on voit même de manière générale, quand on parle avec des gens qui ont été, enfin, en fait, tout simplement, des personnes de ma génération, moi, je me rends compte en fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui finalement ont subi du harcèlement, pas forcément du harcèlement grave, mais ça reste toujours une forme de harcèlement, ça peut toujours être compliqué. Et je pense que oui, effectivement, bah, en fait, ce qui est compliqué, bien sûr, c'est de prendre en charge ça. C'est aussi parce que forcément, en fait, à cet âge-là, certains enfants ne parlent pas forcément. Mais ouais, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, beaucoup, beaucoup le subissent sans même que Sans ce le soit dire. réellement Ouais. exactement, en fait, sans le dire et sans que ce soit après pris en compte par l'administration. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Et c'est justement pour ça que Aziza est là, parce qu'effectivement, beaucoup d'enfants subissent de harcèlement et les parents ne sont pas au courant. Donc, la première question que on te pose, Aziza, en tant que professionnel, en tant que parent ou tuteur, quels sont les signes à ne pas manquer? Alors, en l'état, ce qui va être interpellant, schématiquement, cela va être les changements de comportement de l'enfant. Ce qui va être assez flagrant, c'est un manque de motivation le matin à l'idée d'aller à l'école, le fait que les notes chutent, notamment, ça peut être un indicateur que potentiellement quelque chose ne va pas. L'enfant peut développer des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Il peut avoir des signes notamment somatiques, type maux de tête, maux de ventre. Parfois, vous allez vous apercevoir que le week-end va bien se passer et que le dimanche soir, voilà, l'état de l'enfant va potentiellement se dégrader. Et le lundi, bon, potentiellement, vous allez le garder à la maison puisque voilà, vous allez partir du principe qu'il ne se sent pas très bien. Et ces signes-là peuvent, alors comme on se le disait tout à l'heure, ça reste quand même assez subtil et ça peut être associé à d'autres événements dans la vie de l'enfant, mais effectivement, ça peut être déjà des signes interpellants qui doivent interpeller. Et est-ce qu'on peut aussi considérer peut-être la violence? Si d'habitude c'est un enfant qui est doux et que subitement il devient violent, agressif, en colère, est-ce qu'on peut voir ça Oui, comme un signe? oui, tout à fait, ça fait écho au changement du comportement. C'est-à-dire que, en effet, si on note notamment de l'irritabilité, on va se dire ça comme ça, mais un besoin de potentiellement décharger la colère, alors que ce n'est pas dans les habitudes de l'enfant, il sera peut-être important de, voilà, de creuser un petit peu pour savoir quel est l'objet de son mal-être. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder au niveau déjà, au niveau de ses fréquentations de ses amis? Par exemple,
avoir des questions peut-être à l'enfant, savoir comment ça s'est passé à l'école, est-ce que tu as des amis et un peu essayer peut-être, si peut-être l'enfant dit que oui, j'ai deux, trois amis, essayer de déjà l'enfant décrive comment sont ses amis avec lui, je sais pas, est-ce qu'on peut pas aussi essayer de faire ça dans une conversation normale, hein, juste pour essayer de voir quoi. Alors, pour le coup, ce que tu évoques, Champi, est très pertinent et en l'état, ça doit être mis en place depuis tout temps. C'est-à-dire que, alors, il ne faut pas attendre le changement de comportement de l'enfant pour schématiquement s'intéresser à ce qui peut se passer un petit peu à l'école. On peut se le dire presque dès l'entrée en maternelle, hein, schématiquement. On, on peut déjà, voilà, ritualiser le fait de le questionner un petit peu par rapport à ses interactions sociales, à son ambiance de travail à l'école et effectivement ses relations avec ses camarades, bien évidemment. Et la maîtresse ou le maître. D'accord. Et donc, lorsque, bon, je ne sais pas si la question, elle est préventive ou bien elle est défensive, mais comment est-ce que le parent, le tuteur, peut-il apprendre à son enfant à se défendre ou à se protéger contre les harceleurs? Donc, c'est une Bon, question. avant même ta question, Champi, j'ai une question pour Aziza par rapport à la dernière question qu'elle répondait tout à l'heure sur le fait de communiquer avec l'enfant et tout. En fait, je Oui. voudrais demander comment est-ce qu'on peut faire pour mettre un enfant en confiance de telle manière qu'il puisse nous parler forcément sans se savoir juger, même par son propre parent, sans qu'il ne se sente jugé ou alors sans qu'il ne se sente mal peut-être de raconter que voilà, ma journée s'est passée comme ça, mes amis ne sont pas tels que tu penses, parfois ce sont des personnes mauvaises ou parfois elles me font de mauvaises blagues. Je pense que pour un enfant, c'est aussi difficile d'avouer cela à ses parents qui se font parfois peut-être beaucoup d'inquiétudes pour eux, quoi. Oui, c'est tout à fait pertinent, Fiona. La relation de confiance va, comme je l'indiquais tout à l'heure, va s'établir dès le plus jeune âge et on doit faciliter la communication au sein de la famille et faciliter effectivement les confidences. Euh, pour que l'enfant se sente à l'aise, on doit le sensibiliser et le prévenir qu'effectivement, malheureusement, il peut y avoir parfois des personnes un petit peu mal intentionnées, mais qui ne doivent pas garder ça pour lui et qui n'hésitent pas à revenir vers l'adulte ou vers ses parents pour pouvoir discuter des choses qui ont pu, voilà, le rendre triste, puisque, comme je vous le disais, l'idée c'est de vraiment travailler sur cette relation de confiance le plus tôt possible. Et déjà très tôt, même en maternelle, hein, on peut très bien expliquer à un enfant qu'il n'a pas à avoir peur de dire à papa ou à maman ce qui peut se passer à l'école, qui peut le rendre parfois un peu triste. Voilà, avec des mots d'enfant, quoi. D'accord. Très, très bonne question, Fiona. Tu as très bien rebondi, pardon. Oui, et donc pour revenir à la question que je posais, comment le parent ou le tuteur peut-il apprendre à son enfant à se défendre ou bien protéger contre les harceleurs? Alors, en l'état, j'aurais plutôt suggéré effectivement une réaction, on va dire, non violente. C'est-à-dire, effectivement, quand on est sur la défense, on pourrait entendre par là le fait, oui, potentiellement, de ne pas se laisser faire. Mais si tu veux, Champi, la frontière entre les harcelés et les harceleurs est parfois très mince. C'est-à-dire qu'un enfant qui potentiellement et initialement pouvait se faire harceler, parce qu'il va se défendre, peut au final aux yeux de l'éducation nationale ou de son établissement passer pour la personne agressive et au final le harceleur, alors qu'initialement c'était une victime qui a essayé de se défendre. En l'état, ce qu'il serait important de prioriser, c'est l'alerte. Vraiment interpeller, alerter et indiquer ce qui se passe le plus précocement possible. Donc, c'est l'enfant qui doit alerter ses parents. C'est ça. C'est pas le parent qui doit alerter l'école. Alors, en partant du postulat que les parents ne sont pas à l'école avec l'enfant, on le disait tout à l'heure, ils vont peut-être repérer des signes qui vont indiquer que l'enfant ne se sent pas bien, mais l'enfant, effectivement, peut aussi alerter le corps professoral, les enseignants, la direction de l'établissement
l'établissement et indiquer que voilà, quelque chose se passe peut-être au sein de l'école avec telle ou telle personne au sein de la classe et que ça le met en difficulté. Effectivement, les parents peuvent et ils ont aussi la possibilité d'intervenir directement près de l'établissement. Par exemple, un enfant malheureusement en maternelle ou en primaire n'aura pas forcément les mots justes, pourra pas poser les bons mots pour expliquer un petit peu voilà, ce qui peut se passer en matière de harcèlement. Mais c'est justement ça qui me cogne un peu la tête parce que dans les cas de suicide par harcèlement, les enfants, certains d'entre eux avaient dit au corps Oui, professoral que je suis harcelé. Même le proviseur de l'établissement était au courant. Mais ça, rien n'a changé. Donc, au final, si l'enfant, il le dit et que l'école ne fait rien, parce que je pense quand même que j'affabule quand je dis que il y a plusieurs cas où l'enfant avait dit. Et, donc, oui. et même le parent était venu à l'école. Donc, à, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais donc? Si on exclut l'école, si on exclut que l'école, ok, d'accord, peut-être ils vont rien faire. Comment ton enfant, comment tu le prépares? Parce que tu veux que ton enfant vive, tu veux pas qu'il se retrouve demain sur une corde. Bien sûr. Malheureusement, on a eu ce cas de figure il y a quelques années. Et effectivement, comme tu l'indiquais, Champi, la famille de la jeune fille elle-même avait alerté quant à la situation de harcèlement. Et malheureusement, oui, je pense qu'elle a fini par se pendre. Et la réalité, c'est que je pense que lorsque, pour ma part, l'établissement ne souhaite pas et n'intervient pas, nous sommes tenus de protéger l'enfant, je pense, en le sortant de ce même environnement qui crée ce mal-être. Donc, ça peut sembler extrême, mais effectivement, le dernier des remparts pour moi, effectivement, potentiellement, avant la tentative de suicide ou le suicide, c'est aussi de sortir potentiellement l'enfant de cet établissement. Quitte à même le faire, parce que je crois qu'il y a les homeschool, c'est ça, non? On peut le faire aller à l'école à la maison. Si c'est bien dit en français. Homeschool, Oui, c'est-à-dire qu'au pire, il fait l'école à la maison. c'est ça. Alors, l'école à la maison, ça reste quand même très délicat comme approche. Alors, en France, c'est le programme qui est dispensé par le CNED qui est suggéré. Et la réalité, c'est que ça reste quand même très contraignant et pour la famille et pour l'enfant. Et malheureusement, quand les cas de harcèlement sont trop difficile à gérer pour les enfants, cela peut développer effectivement de la phobie scolaire. Et dans le cadre de la phobie scolaire, les enfants peuvent se retrouver à faire de l'école à distance parce que il leur est difficile de réintégrer leur établissement. Mais alors en France, je pense qu'en Belgique aussi, vous devez en avoir, il existe des structures qui peuvent accueillir, par exemple, un petit groupe de 6 à 8 élèves, voire 10, l'enfant sur, par exemple, des demi-journées en structure pour, voilà, on va dire, le réadapter à l'environnement scolaire. Voilà, ce sont des choses qui existent. D'accord. Bon, avant qu'on ne passe à la prochaine question, je voudrais avoir l'avis de Mélissa. Parce que comme lorsqu'on s'est rencontrés, je te disais, moi j'ai grandi en Afrique, donc le harcèlement scolaire, moi je connais pas ce que c'est. Donc je voudrais savoir si toi qui as grandi en France, est-ce que euh, c'est une ambiance que, je sais pas, que tu sais reconnaître les harceleurs du fait que voilà, tu sais comment ils se comportent, ou bien toi tu es aussi, on va dire quoi, blindfolded par la chose. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Chers boss et bosses, les topos du jour continuent. Je pense qu'en fait, on a vachement plus de facilité à le reconnaître quand on est plus âgé. Mais à mon avis, quand on est adolescent, en fait, quand on est au collège, par exemple, donc entre 11 et 15 ans, ça doit être assez difficile parce que je pense que tous les enfants sont un peu tournés vers leur propre mal-être, puisque dans tous les cas, l'adolescence, c'est une période compliquée. Donc, en fait, c'est un petit peu compliqué, au-delà de ça, bien sûr, de reconnaître, en fait, tout simplement
des passages difficiles pour d'autres personnes. Et donc, d'autant plus pour du harcèlement à mes yeux. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai pu remarquer pour des personnes que je ne connaissais pas. J'avais une amie qui s'est fait harceler justement quand elle était au collège par quelqu'un qu'elle connaissait très bien. Donc, des fois, le harcèlement ne vient pas forcément d'élèves qu'on ne connaît pas du tout, hein. Ça peut être au contraire des personnes qu'on connaît très bien. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour elle, hein. Bien sûr, j'étais là pendant toute la période où ça s'est passé. Mais quand moi je le vois, enfin, c'est vrai qu'il y avait très très peu de gens qui s'en rendaient compte, même des étudiants aussi, enfin des camarades de classe. Il y en avait très très peu qui réalisaient en fait ce qui était en train de se passer. D'accord, ok. Et donc, vu que tout à l'heure, on a parlé de l'école et soulevé le point que parfois même la victime se plaint, etc., etc. Donc, comment l'école peut-elle permettre de rectifier dans des comportements harceleurs quand l'éducation à la maison ne suit pas? Donc, si on admet que cette fois-ci, c'est à la maison qu'il y a une différence au niveau de la surveillance de l'enfant, comment est-ce que l'école peut venir faire pour parer à cela? Dans l'éventualité où l'école care, donc. Alors, pour ma part, je pense que l'école a un rôle de prévention et de sensibilisation qui reste primordial. C'est-à-dire qu'il nous faut voilà, être autant que possible en alerte quant à cette question et faciliter le dialogue. C'est-à-dire que il ne faut pas hésiter, par exemple, à organiser des ateliers de sensibilisation, faire intervenir, par exemple, des intervenants extérieurs, euh, essayer d'être réactif aussi, c'est-à-dire que si dans l'établissement, on, on est amené à observer ou voilà, soupçonner des actes de harcèlement, il sera important, je pense, pour les établissements d'être en alerte par rapport à cela et pour moi d'être intransigeant. Si on laisse une marge, si on minimise un petit peu voilà, la souffrance que peut avoir un enfant de par la manière dont on se conduit avec lui, par exemple, ça peut même être l'enseignant qui, pendant les cours, entrevoit des moqueries, de l'intimidation auprès d'un enfant. Il est important de reposer le cadre et je pense de couper court tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et justement pour rebondir sur ce que je viens de dire, qu'est-ce que donc l'équipe administrative peut faire pour permettre à l'enfant de facilement se confier? Comme Fiona disait tout à l'heure, il y a certains enfants qui ont des difficultés à dire qu'ils sont harcelés par honte. Maintenant, si tu dois maintenant le dire à l'école, comment est-ce que l'école peut amener l'enfant à avoir confiance en eux? Alors, la question de la confiance en soi, elle va pour le coup Non, partir. confiance en eux, donc confiance en l'école, en eux. Donc, par exemple, un professeur ou bien une infirmière, ou je sais pas, ou le proviseur. Bref, comment est-ce que l'école peut faire comprendre aux enfants qu'ils sont des personnes de confiance? Donc, ils peuvent venir se confier s'ils sont harcelés, sans avoir peur d'être jugés, d'être moqués ou bien d'être méprisés. Oui, donc non, non, c'est bien ce que je souhaitais t'introduire. La question de la confiance en l'institution va aussi être un travail, si tu veux, de pair. C'est-à-dire que déjà à la maison, on doit alerter et sensibiliser l'enfant au fait qu'il doit entrevoir, voilà, l'équipe pluridisciplinaire de son établissement comme des aidants. Et le fait que à la maison, par exemple, l'école soit vue comme un espace d'écoute, ça peut faciliter aussi cet accès, on va se dire, à un espace de parole peut-être au sein de l'école. Et c'est aussi à l'école de vraiment travailler à établir justement cette relation de confiance avec les élèves. Peut-être, bon, je te le dis comme ça, en début d'année, que l'infirmière ou l'infirmier se présente auprès des élèves, qu'elle n'hésite pas, par exemple, à créer un peu le lien en communiquant un petit peu de manière même complètement informelle avec eux sur les temps de récréation ou autre, qu'elles se rendent, je pense qu'il est important que ces personnes qui peuvent être le point de chute en cas de harcèlement euh, s'essayent à faciliter le dialogue. D'accord, mais je sais pas, c'est vraiment, c'est un sujet quand même assez délicat parce que
Imagine toi, par exemple, lui, tu viens parler à l'enfant, tu essaies d'être un peu cool avec lui, etc., etc., etc. Et tout à l'heure, tu as dit un truc important. Tu as dit, il faut pas laisser de marge. Donc, il faut sévir tout de suite et être intransigeant. Imagine que la personne, elle vient parler avec toi et après, elle ne sévit pas. Donc, elle n'est pas intransigeante. Soit elle ne rapporte pas. Je sais pas. Comment est-ce Ah que bah, tu vas te remettre de ça? ça va casser effectivement la question de la confiance en l'établissement et en ses possibilités d'action. Et là, effectivement, oui, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué. Et c'est ce qu'on a longtemps malheureusement reproché à l'éducation nationale, c'était d'être beaucoup trop en retrait quand il était question de harcèlement scolaire et quelque part malgré elle, peut-être d'avoir facilité certaines de ses actions. Donc, depuis maintenant un petit peu plus ou moins une vingtaine d'années, il y a vraiment une grande sensibilisation qui est mise en œuvre. Il y a même des personnes dédiées voilà, à tout ce qui va toucher à la prévention du harcèlement euh, au niveau de l'État. Mais il faut, je pense, tu l'as laissé entendre tout à l'heure aussi, énormément sensibiliser au final les professionnels qui évoluent au sein des structures. D'accord. Bon, avant qu'on ne m'y revienne à la prochaine question, je voudrais déjà demander à Fiona, est-ce que toi, ayant grandi aussi en Afrique, et toi qui es en Allemagne, parce que je ne sais pas comment se passe le harcèlement, est-ce que le harcèlement, c'est un phénomène récurrent en Allemagne? En Allemagne, bon, de ma propre expérience, je dirais non. C'est vrai que là, maintenant, je suis étudiante et bon, on n'a pas vraiment on a de meilleurs contacts avec nos camarades de classe et tout ça. Non, c'est pas un phénomène récurrent en tout cas. Je pense peut-être dans les écoles primaires, oui, mais à l'université, non. Je peux pas me prononcer pour le reste, pour le lycée et les autres. Même dans les news, il n'y a pas de tel s'est suicidé parce qu'il a été harcelé. Parce qu'en France et en Belgique, C'est c'est... rare, en fait. C'est vraiment rare, hein. Franchement, c'est assez rare. C'est un phénomène assez rare en Allemagne. Dans les écoles primaires encore, oui, je peux le dire oui, mais je peux pas totalement l'affirmer parce que je suis pas toujours en contact avec des écoliers ou bien des collégiens. Mais déjà, pour ce qui est des universités, de ma propre expérience, non. Tout est OK, pas de harcèlement. Au contraire, c'est du genre, on forme des groupes. On arrive peut-être le premier jour de classe et puis quand on se rencontre, on se parle, lorsqu'on sent que le feeling passe entre nous, on forme des groupes, on se met à marcher ensemble et voilà. En fait, il n'y a pas de harcèlement, en gros. Jusqu'ici, j'ai pas encore vu une Ok, victime ou bien ok. Donc encore été l'Allemagne, victime. alors, voilà un truc que je découvre parce que je me suis peut-être dit que ce serait pareil avec la France et la Belgique. Bon, Harcèlement, non. Fiona, il faut un mute ton micro, s'il te plaît. J'ai pas compris ce que tu as dit. Je disais tantôt que harcèlement en milieu scolaire, bon, en milieu estudiantin, non. Racisme, parfois, oui, mais harcèlement, non. Donc, voilà. D'accord, ok. Bon, on va aller donc vers la dernière question pour l'invité. Bon, Est-ce que avant le... de rebondir sur la dernière question, Champi, j'avais encore une question pour Aziza. Et Ok, donc, je fais voulais vite parce qu'on savoir, est pressé par le temps. d'accord, juste une petite question, Aziza. Est-ce que c'est une bonne idée pour la victime de riposter elle-même contre ses harceleurs? Je dis simplement, non, pas, je prends un exemple. Pour quelqu'un qui sent en fait qu'il pourrait affronter son harceleur, parfois ça peut être juste une personne et peut-être terroriser cette personne. Est-ce que c'est une bonne idée de lui dire non et de riposter face to face? Ou bien c'est mieux d'aller se plaindre dans le service administratif ou alors d'aller rencontrer les parents et expliquer voilà ce qui se passe. Parce que j'ai grandi dans un milieu en Afrique où on nous a toujours appris que quand toi tu peux te battre, tu dois te battre. Donc, voilà. Alors, malheureusement, Fiona, c'est pas nécessairement une piste que je suggérerais, tout simplement parce que dans un accès de colère, excuse-moi, euh, si tu veux, l'enfant finalement harcelé peut sortir une rage inimaginable de son petit corps et au final faire beaucoup de tort à l'harceleur et cela peut se retourner contre lui. Et c'est toujours la difficulté parce que il y a quand même quelque chose de très insidieux
de très vicieux autour du harcèlement. Et parfois, c'est fait sans que, par exemple, parfois l'établissement ou les enseignants ou même les parents s'en doutent. C'est parfois quelqu'un qui est présenté schématiquement même à la maison du jeune harcelé comme étant le copain ou la copine. Et pour peu qu'il y ait un accès de violence, parce qu'il y aura eu une accumulation, les choses pourraient potentiellement se retourner contre cette victime qui s'est défendue face à son harceleur. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pourrait le croire. Donc, pour rebondir à ce que tu dis, l'harceleur peut être un ami même proche que la famille connaît. Et donc, dernière question, est-ce qu'il y a un profil donc, qui est spécifique à un harceleur? Que même si c'est l'ami de la famille, que le parent peut savoir que, ah tiens, tu as le profil de harceleur, donc je vais voir si mon enfant ne se fait pas harceler. Est-ce que ça existe, le profil du harceleur? Alors, en effet, il va y avoir des éléments qui peuvent un petit peu interpeller, type l'agressivité déjà de l'enfant ou du jeune adulte, son positionnement par rapport aux autres enfants. Alors, tous les enfants qui sont un peu meneurs sont pas forcément harceleurs, hein, loin de là, mais il faut savoir que dans les profils de harceleurs, il peut y avoir le meneur, il peut y avoir le suiveur, il peut y avoir aussi, comme je l'indiquais tout à l'heure, bon, dans un autre contexte, soit, mais l'enfant qui potentiellement, par exemple, à la maison, peut être harcelé par ses frères et sœurs, ou voire même malheureusement ses parents, et qui va finalement à l'école harceler les autres. Mais très schématiquement, il va y avoir un contexte qui va favoriser la violence et qui va du coup parfois être le point de départ du harcèlement de l'harceleur. Donc, en fait, c'est généralement donc les enfants eux-mêmes qui sont harcelés qui harcèlent. Et dans le cadre familial, donc ils subissent un harcèlement dans le cadre familial. Oui, Donc, c'est tout ça à qu'il fait. faut regarder, c'est ça qu'il faut regarder. Je Ouais. sais pas, le pédigree de l'enfant, d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il sort, etc. Alors, en l'état, on va effectivement essayer d'explorer un petit peu le parcours de vie de l'harceleur parce que malheureusement, il y a très fréquemment un contexte, comme je te l'indiquais, Champi, qui va favoriser en fait la question du harcèlement de l'harceleur. Par exemple, si ce même enfant est confronté, par exemple, avec la violence conjugale, à un contexte familial difficile, il aura, entre guillemets, parfois malgré lui, le besoin de se libérer en fait de son mal-être, de se libérer de ce poids qui peut le peser dans son contexte personnel. Et malheureusement, les autres camarades, l'environnement scolaire peut être le lieu où il va se libérer en fait de toute cette violence. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, mais tu ne bouges pas, tu restes avec nous. On va donc se quitter pour le topo du jour sur ces mots de toi et on revient après une courte page de pause. Donc, les boss et les bossesses, restez avec nous. L'émission continue. À tout de suite. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour était vraiment un sujet assez important et poignant et on espère que les propos de la psychologue vous auront apporté un début de solution. Bon, à présent, il est temps de laisser la place à la première édition de la rubrique Fala le livre de Mélissa. Voilà. Donc, Mélissa, de quoi en est-il question, ta rubrique? La rubrique littéraire Fala les livres, c'est maintenant.
Exactement, et oui, c'est notre première édition de Fala le livre. Et je vais vous faire un petit rappel déjà du concept quand même, puisque c'est la première fois que cette rubrique voit le jour. Donc, moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Et donc, pour ce premier épisode, je suggère de vous présenter dans un premier temps le travail d'une dessinatrice que j'ai découvert très récemment. Donc, tout d'abord, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et principalement sur TikTok. Marine Dove nous régale grâce à ses vidéos satiriques et ses parodies d'une justesse sans précédent. Elle est dotée d'un sens de l'observation très aiguisé depuis son enfance et elle nous montre comment elle a intégré les mimiques et comportements des gens de son entourage ou de ceux qu'elle a connus au cours de sa vie et tourne tout ça en dérision via des personnages qui nous font rire, qui nous surprennent, mais surtout des personnages décalés en qui tout un chacun peut se reconnaître de manière exagérée ou reconnaître des proches. Et de ces personnages, elle nous en fait maintenant découvrir la version illustrée, puisque Marine Dove est avant tout une jeune dessinatrice, dont le premier tome, Carnet de foule, est sorti l'année dernière. Et donc, il mérite encore plus de visibilité finalement. Alors, on a hâte. On a hâte de découvrir la suite, bien sûr, puisque ce premier tome est le premier, justement, de sa bande dessinée Les Carnets de Marine Dove. Et on est surtout sûr que les prochains nous régaleront d'autant plus que celui-ci. Alors, si vous avez été conquis, en attendant de pouvoir vous ravir de la version papier, je vous invite à la suivre sur ses réseaux sociaux, bien sûr, Marine Dove sur Instagram et sur TikTok. Et puis pour notre deuxième découverte du jour, j'aimerais vous parler de l'œuvre d'Alice Renard, une jeune autrice de 21 ans qui est détentrice du prix Méduse 2023 pour son roman sorti cet été, La colère et l'envie. Et c'est avec une plume d'une grande profondeur qu'on nous raconte en huis clos l'histoire d'Isidore, une enfant qui ne trouve pas sa place dans le cadre dans lequel elle grandit. On l'a dit spéciale, on l'a dit différente, sans filtre. Et surtout, on nous dépeint une histoire humaine dans laquelle Isor fera la rencontre de son voisin, Lucien, un septuagénaire au caractère bien trempé, avec lequel une grande complicité se crée et se développe durant plusieurs années. Mais lorsque Lucien a un grave accident qui va changer le cours de sa vie, Isor n'est plus une enfant. Et c'est alors une adolescente en colère qui s'enfuit en Sicile, en honneur de son ami d'une autre génération. Alice Renard nous propose alors une histoire de partage et nous dépeint les ressentis humains les plus vastes avec beaucoup de recul et de maturité. Et maintenant que ces deux talents vous ont été présentés, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Champi et Fiona, et puis bien sûr celui de notre invité du jour. Donc, est-ce que je peux vous demander lequel des deux vous a le plus intéressé? Honneur à l'invité Aziza. Alors, je pourrais indiquer le premier ouvrage. La Pour moi, dessinatrice? oui. Ok, Moi aussi, c'est ça que j'allais dire, Dove aussi, parce que je préfère les BD. c'est vrai. Ok. Pourtant, moi, je préfère Alice Renard, l'écrivaine. Enfin, j'aime bien lire les histoires, les sentiments, tout ce qui a trait avec les sentiments, les émotions des gens. J'aime bien comprendre ce qu'ils ressentent et tout ça. Moi, j'aurais plutôt pensé que c'est Aziza qui aurait choisi ça justement parce que c'était un peu genre psychologique, comme Oui, c'est un peu psychologique et tout. oui. Dessinatrice, bon, ouais, mais j'aime pas trop les BD, honnêtement. Mais Aziza, pourquoi tu n'as pas choisi l'histoire de Sicile? Moi, je pensais que c'est ça que tu allais choisir. Et non, comme quoi. Tu sais, je pense que par moment, on a aussi besoin de choses accessibles. C'est vrai, c'est C'est vrai, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, moi, je préfère Dove parce que c'est la bande dessinée et pour Sicile, c'est vraiment les histoires tristes, franchement, moi, je supporte pas. Donc, moi, je préfère là où je vais rire. En fait. Et Eh ben, toi-même, tu vas qu'est-ce que tu beaucoup rire préfères, avec Marine Mélissa? Dove. Écoute, je te dirais que tu ris beaucoup avec Marine Dove. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types bien sûr, dans tous les cas, il y en a un qui a une bande dessinée, l'autre c'est un roman. Mais c'est clair qu'en fait, j'ai bien aimé finalement vraiment cet aspect où en fait la première, en fait, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, des situations de la vie de tous les jours et qui nous sont vraiment dépeintes. Et je pense que tout le monde vraiment peut se reconnaître dedans. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Parce que je pense que vraiment n'importe qui peut rire à l'humour de Marine Dove, qui est vraiment très talentueuse. Et c'est pour ça que je pense que je partirais plus là-dessus. Alice Renard aussi, mais bien sûr, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus. On n'est pas du tout sur le même niveau Enfin, en fait, alors, je dirais pas que c'est plus profond forcément, pardon, je retire ce que j'ai dit, mais bien sûr, on est beaucoup plus sur quelque chose qui est triste, qui est plus vraiment. Qui nous parle des ressentis humains, des émotions humaines,
et des liens, en fait, tout simplement, qu'on peut créer avec des personnes qui sont totalement inattendues. Et c'est pour ça que finalement, je ne saurais pas forcément vous donner lequel des deux je préfère, mais en tout cas, vraiment, j'ai adoré découvrir les deux et c'est pour ça que j'ai préféré, que j'ai adoré finalement vous partager ça, nos boss et nos bossesses, et puis vous tous qui nous écoutez. D'accord. Et donc, on va donc voir si ta première édition s'est bien passée. Parce que Aziza va te noter. Donc, sur une note de 0 à 20, combien est-ce que tu donnes à Mélissa pour sa première? Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que tu as des très très bonnes collaboratrices. Moi, j'aurais mis un petit 19. Oh non! Non, non, Ah, non, mais non, bien non, sûr, oui, non, bien sûr. non. Toi, toi, t'es Et toujours pourquoi comme pas? ça. Non, mais pourquoi tu dis non? Elle a noté et puis c'est tout. J'aime pas quand on donne la moyenne. J'aime pas qu'on donne la Non, mais moyenne. est-ce que c'est question de ce que tu aimes? C'est question de son travail. Vous êtes un peu dur, hein. Franchement, quand vous êtes trop Non, gentil, non, là, non. oh, en tout cas, Ah, non, je non, non, considère non. qu'elle Tu a as mis, tout je dit. considère qu'elle a mis 10. Non, elle a dit 19. C'est la mauvaise foi. Donc, ok, Mélissa, c'est bon, tu as ton 19 suivant, en fait, à égalité avec Fiona. Donc, Bah, voilà. écoute, je Donc, suis les Tout à flattée. fait. Non, vas-y, tu voulais dire, Mélissa? J'ai dit je suis flattée. D'accord, c'est Euh, Merci beaucoup. En tout cas, les moi, boss je et les suis bossés, contente. Je suis j'espère que vous contente. aurez aimé donc la première édition de cette rubrique de Fala le livre de Mélissa parce que toute la saison 2, vous allez l'écouter avec ces petites pépites. Bon, il est temps donc de passer à la dernière partie de l'émission qui est le quiz, donc la rubrique Mondaillon, ce que j'anime et pour laquelle je suis très très sadique. Parce que je vais poser une question avec un choix de réponse et en espérant que vous ne trouvez pas la réponse. La rubrique Vandeyens, c'est maintenant. Comment appelle-t-on une personne qui n'a pas d'empathie? Première option, un narcissique. Deuxième option, un misanthrope. Troisième option, un alexithymique. Quatrième option, un psychopathe. Cinquième option, un sociopathe. Mais je vais laisser répondre d'abord Mélissa, parce que j'ai pas envie que Fiona triche. Alors, j'avoue que honnêtement, il y a certains de ces choix de réponse, je suis sûre que non. C'est pas ça, mais une personne qui est à l'inverse de l'empathie, j'aurais dit que c'est... Non, une Alors, personne qui n'a pas d'empathie. Une personne qui n'a pas d'empathie. ah d'accord, ok. Une personne qui n'a pas d'empathie, bah, pour moi, c'est un sociopathe, je pense. Je pense. D'accord. C'est ce D'accord. que j'aurais dit. Ok. Donc, je garde ta réponse. Tu as des sociopathes sans tricher parce que généralement, les chroniqueuses trichent. On sait bien. Fiona. Lol. Oui, Fiona, ta réponse. Euh, Tu as dit narcissique, tu as dit Misanthrope, ça, alexithymique, psychopathe ou sociopathe? ça peut pas être psychopathe, ça peut pas être. Hmm, je sais pas. J'ai dit, Je sais pas. choisis, trompe-toi ou bien trompe-toi, mais Ben, je peux choisir deux. Je choisis par exemple, je peux pas prendre narcissique ou bien psychopathe, mais je peux prendre l'autre, alexithymique ou bien tu misanthrope. as donné ou bien misanthrope, l'un des deux là, parce que je comprends pas trop ce que ça veut dire. Misanthrope encore si je comprends un tout petit peu, mais l'autre, alexithymique, je comprends pas trop. Donc je prends l'une des deux réponses. En fait, un truc parmi les deux. Choisis les deux. Il faut que tu choisisses un des deux. Ouais, champi, pourquoi tu es comme ça? Choisis, il faut choisir. Soit tu trompes, soit je te trompe, soit tu te trompes. Donc, choisis. Ok, d'accord. Bon, je choisis misanthrope. T'as même pas honte. Bref, ma chère invitée Aziza, toi, tu choisis quoi? Alexis Timic. Alexis Timic. Mhm. Et pourquoi tu choisis Alexis Timic? On va dire que les études aident un petit peu. Les études de Ouais, psy. je m'en doutais que tu allais peut-être essayer de prendre le mot peut-être qui est difficile, mais c'est ce que je me suis dit parce que moi, j'ai du mal à le prononcer. Donc, est-ce que les boss et bossesses, qui a trouvé, qui a raté? Est-ce que toutes les trois ont trouvé? Non, c'est impossible. On n'a pas trouvé toutes les trois. Est-ce que Aziza a trouvé? Est-ce que c'est Fiona? Est-ce que c'est Mélissa? Roulement de tambour. Eh bien, la réponse est alexithymique. Et c'est parce que tu es psychologue que tu as trouvé. Ah, mais franchement, le mot a été compliqué.
C'est pour ça que tu as trouvé, non, Aziza, parce que tu dois étudier ça en psychologie, non? Oui, tout à fait. En fait, on va retrouver l'alexithymie chez certaines personnes, effectivement, qui vont avoir du mal à Alexithymie. saisir les émotions d'autrui. Donc, en fait, elles vont paraître peu empathiques. Je vais donc lire dans la réponse globale parce que j'ai effectivement pris cette maladie, c'est une maladie ou bien une anomalie, sur le site de la clinique esanté.com dont l'article a été écrit le 26 avril 2029. Et ils disent qu'il s'agit donc d'un trouble qui touche 10 à 15% de la population et que cette alexithymie désigne la difficulté à identifier et à exprimer des émotions, comme Aziz a essayé de l'expliquer, donc quelle que soit celle ressentie par soi-même ou bien celle des autres. Et qu'une personne alexithymique rencontre de nombreuses complications au quotidien liées au manque de discernement de ce qu'il ou elle ressent. Mais il faudrait savoir qu'il y a une différence entre une personne alexithymique, un sociopathe et un psychopathe. Je ne me trompe pas, non, Aziza, parce que ça, j'ai pris la peine de vérifier. Parce que je me suis dit que si tu n'as pas d'empathie, ça veut dire que tu es un assassin. Bon, bref, j'ai un peu grossi. Ah oui, Je me oui, suis bien dit, sûr. Non, non, du tout, du tout. On peut retrouver effectivement l'alexithymie, on va se dire, par exemple, en retour par exemple, hein, de situations traumatiques. Et tu vois auquel cas, bah, en fait, c'est une personne potentiellement qui a été victime d'un trauma, par exemple, néonatal et qui l'aura impacté. Et elle ne sera pas sociopathe ou psychopathe pour autant. Et donc, comme tu le disais, bon, les chercheurs en distinguent dans deux facteurs qui conduisent à ce déficit émotionnel. Il y a donc la prédisposition génétique ou somatique qui est appelée alexithymie primaire et il y a dans le processus d'adaptation à un traumatisme qui est appelé alexithymie secondaire. Donc, c'était tout pour la rubrique Wandayance et je suis contente parce que bon, j'ai eu 2 mauvaises réponses sur 3. J'aurais aimé avoir 3 mauvaises réponses sur 3, mais bon, c'est la vie, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, c'est ça. Bon, les boss et bossesses, avant de se quitter, sachez que vous pouvez retrouver la psychologue Aziza Yakota Nechal sur son Instagram qui est Aziza, donc AZIZA underscore la underscore psy, ou bien sur Doctolib sur Aziza Yakota Nechal. Donc Aziza AZIZA, espace Yakota, c'est YAKOTA et Nechal, c'est NECHAL, ou bien par adresse email qui est aziza.yakota@gmail.com. Et ceci marque la fin de cet opus. Mes remerciements vont à mes acolytes Mélissa ainsi qu'à Fiona et encore merci à toi Aziza d'avoir pris le temps de venir avec nous partager ton expertise. J'espère que tu as aimé faire cette émission avec nous. Oui, 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 c'était un chouette moment et encore merci pour l'invitation. De rien. Et enfin, merci à la RCF Bruxelles et aussi merci à vous les boss et les bossesses pour l'écoute en ensemble. Ciao, rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses.